Bonjour, bonjour, membres du conseil municipal, bonne soirée. Alors donc, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de 3 jours, fin de semaine qu'on appelle l'Action de grâce. Et pour ceux qui ont fait un peu de plein air, les paysages étaient extraordinaires un peu partout. Alors donc, voilà, merci d'être présents ce soir. Merci aux gens aussi qui sont dans la salle, les gens qui nous écoutent à la maison. Et Madame la greffière, sans plus tarder ce soir, donc, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux à l'ordre du jour? Non, l'ordre du jour est complet, Monsieur le maire. Alors, nous allons adopter l'ordre du jour, si tout le monde est d'accord. d'accord. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer, Serge Côté. Alors, donc, voilà. Alors, avant de procéder à la période de questions, je veux rappeler un peu en quoi consiste la période de questions. Parce que des fois, je vois des gens arriver au micro et qui croient que la période de questions est une période de débat et qu'ils ne savent pas au fond. Alors, ils sont moins informés. Nous avons un panneau tout près du micro pour les gens et il y en aura un deuxième d'installer dans la salle à l'entrée pour que les gens voient bien en quoi consiste la période de questions. Alors, je profite de l'occasion pour vous le dire parce que souvent, ça évite des débats inutiles, donc, sur la période de questions. En quoi consiste cette période de questions-là? Et ce n'est pas une période de débat. C'est ça qui est bien important. Alors, je vais vous rappeler, donc, très succinctement, en quoi consiste une période de questions pour que les gens soient bien au fait. Alors, donc, évidemment, il y a une période de questions qui est prévue après l'adoption de l'ordre du jour. Normalement, la période de questions est de 30 minutes pour les personnes présentes dans la salle du conseil et de 15 minutes pour les questions soumises par le formulaire en ligne. Parce qu'on reçoit deux types de questions. Les questions au micro et les questions également qui viennent de façon numérique ici ce soir. Je pense qu'on en a 4 si ma mémoire est bonne. Alors donc, nous, à partir de ce moment-là, on prend les questions qui nous arrivent de façon numérique jusqu'à 10 heures le lundi matin. C'est bien ça, Madame la greffière? Donc, jusqu'à 10 heures le lundi matin. Vous pouvez aussi envoyer vos questions sur une base numérique et Madame la greffière va les lire à l'Assemblée publique du Conseil. Autant que faire se peut, on essaye d'y répondre. Dans notre période de questions également, les gens prennent le micro et ne sont pas tenus de déposer préalablement leurs questions comme on voit dans d'autres conseils municipaux. Pourquoi on fait ça? Nous, on se dit, on veut permettre aux gens de poser leurs questions et de ne pas mettre d'enfarge inutile, obligeant les gens à écrire leurs questions, etc., comme on voit ailleurs. Donc, la durée de la période de questions, comme je vous disais, est de 30 minutes et il y a une question, il y a environ 15 minutes pour les questions qui sont soumises par le formulaire en ligne. Donc, pour la période d'une durée de 30 minutes, donc, on se présente au microphone, on décline son nom. Là, je vous résume en gros le règlement. On s'adresse au maire en précisant à quel membre du conseil est destinée sa question. On pose une seule question. Et la question doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. Si le temps le permet et que toutes les personnes désirant s'exprimer l'ont fait, une personne peut poser une autre question. C'est sûr que si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde à la période de questions, bon, on peut permettre une autre question sans problème. Donc, ce qui est important à rappeler, pour les questions par formulaire, il faut remplir le formulaire qui est prévu à cet effet avant 10 heures le jour de la séance et qui est disponible au site Internet de la Ville de Lévis. Alors, ce qui est important, et ça c'est dans le règlement, c'est les précisions quant aux questions posées. Et ce n'est pas différent de ce qu'on voit, par exemple, moi je suis... pour ceux qui ne sauraient pas, je suis vice-président de la communauté métropolitaine de Québec. C'est la même règle qui s'applique aussi à la communauté métropolitaine de Québec. Les gens posent des questions. La question posée doit être directe, succincte et non assortie de commentaires. De plus, elle doit porter sur un sujet inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal ou sur un sujet d'intérêt public municipal qui relève de la compétence de la ville. Alors, par exemple, si quelqu'un vient nous voir pour discuter de l'éducation dans nos écoles, bien, c'est pas tout à fait pertinent ici, bien que on peut quand même prendre les questions et les soumettre. On doit éviter les allusions personnelles, les insinuations et les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit. Ce qui arrive souvent, c'est que des fois, des gens arrivent
et confondent débat avec question. Mais ce n'est pas un débat ici. On ne pose que des questions et nous, on y répond dans la mesure de notre connaissance. Compte tenu du fait que notre période de questions n'exige pas au micro d'envoyer des questions au préalable, donc ça fait en sorte aussi qu'il se pourrait qu'on ne soit pas en mesure de répondre immédiatement à la question, auquel cas on la prend en délibéré et des membres de la direction générale communiquent avec les gens. Alors donc, voilà la période de questions. Et moi, à titre de président du conseil, mais sachez une chose, la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. Donc, j'ai écrit à la ministre des Affaires municipales pour y demander d'ajouter dans le bill omnibus, le fait qu'on puisse avoir un président d'assemblée. Lors d'une rencontre de la ministre des Affaires municipales à l'Union des municipalités, j'ai réitéré ma demande. Et nous avons maintenant, la loi nous permet maintenant de nommer un président d'assemblée. C'est le maire qui doit en faire la demande. Donc, je vous annonce officiellement ce soir que j'en ferai la demande officielle. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y aura, à partir... Madame la greffière le déterminera parce que ça va prendre une formation pour le nouveau ou la nouvelle présidente qui sera nommée. Donc, il y aura une formation, n'est-ce pas, que vous allez prévoir, Madame la greffière, parce qu'on n'arrive pas comme ça, là. C'est quand même des tâches importantes. Et donc, il y aura une formation de la personne qui sera nommée. Alors, donc, ce qui, à mon avis, facilitera le travail. Parce que jusqu'à ce qu'on ait ce bill omnibus-là, la seule façon de procéder pour la Ville, ça aurait été de demander une loi privée. Mais à ce moment-là, il est plus probable que le gouvernement, pas le gouvernement, mais l'Assemblée nationale nous aurait répondu « oui, mais regardez ça avec les unions municipales, etc. » C'est la raison pour laquelle le législateur a ajouté que c'est le maire qui doit le demander, qui est une présidence, pour éviter les débats dans la présentation du bill omnibus, qui est quand même un gain intéressant pour tout le monde au niveau du conseil municipal, et ça, c'est intéressant. Donc, et il est important de respecter la procédure parce qu'il y a un élément qui est apporté dans le règlement, c'est que la période de questions ne doit pas donner lieu à aucun débat. Aucun. C'est une période de questions. Ça va, je tiens aussi à le rappeler, peut-être aux gens qui nous écoutent ou aux gens qui sont dans la salle, une période de questions, c'est une période où vous posez votre question et on y répond. Donc, voilà, et ça, c'est bien important. Donc, j'ai demandé, au niveau de la direction générale, de fabriquer un deuxième panneau. Il y en a un pas loin des micros, où tout ce que je viens de vous lire là est écrit. Alors, ce que je veux faire par cette occasion, c'est éviter que des gens soient surpris lorsqu'ils prennent le micro et qu'ils n'ont pas lu notre procédure, que là, ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas dire des choses, pourquoi ils ne peuvent pas faire de débat, parce que ce n'est pas l'endroit. Normalement, les débats, ici, le conseil municipal, lors des assemblées publiques, on est là pour rendre compte des décisions du conseil. C'est ça. C'est ce que la loi exige. Nous rendons compte des décisions du conseil et on peut prendre les questions du public. Mais ce n'est pas une tribune politique. C'est une tribune de période de questions. Alors, ça vous va? J'aimerais apporter ces précisions-là. Et ça, c'est dans notre règlement intérieur qui a été adopté ici à l'unanimité par les membres du conseil municipal. Ça vous va? Alors donc, je veux faire cette mise au point pour la période de questions. Alors, notre objectif, c'est pas d'empêcher les gens de poser des questions, mais on ne peut pas non plus s'étendre sur de longs débats qui n'en finissent plus, et parce que ce n'est pas l'objet de la présentation ici. Je vous donne un exemple. Prenez, par exemple, toutes les questions reliées à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. La loi prévoit nommément que dans chaque fois que la Ville apporte un amendement au règlement, il y a des consultations publiques spécifiques qui sont organisées. D'ailleurs, c'est drôle parce que M. Dumoulin a fait rapport. Combien d'assemblées tenez-vous par année en moyenne? Une trentaine. Alors, il y a 30 assemblées publiques qui sont tenues là, par la commission d'aménagement en regard des propositions de règlement qu'on adopte ici. C'est la raison pour laquelle, si on faisait les 30 consultations le soir des assemblées publiques, ben, on n'y arriverait pas. Ce serait même impossible de fermer une réunion à minuit, là, tellement il y a de la matière à présenter pour chaque amendement qu'on peut apporter à un règlement. Par exemple, si on adopte un règlement où on change un zonage d'habitation dans une zone donnée, imaginez-vous juste faire la présentation, c'est 3/4 d'heure, 1 heure.
hein, pour chaque règlement. Alors, après ça, il faut avoir la période d'échange avec les gens, etc. Et finalement, c'est la commission qui fait rapport au conseil municipal, qui, lui, après, entérine ou pas les recommandations qui sont faites à la faveur aussi des résultats des consultations. C'est ce qui fait qu'ici, notre rôle, c'est plus de rendre compte des décisions qu'on prend, au fond. C'est un peu ça, l'objet premier d'une assemblée publique du conseil municipal. Alors, j'espère que ces petites précisions vont nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce en quoi consiste la période de questions. Ça vous va? Alors, donc, voilà, et en janvier, ben là, on aura la bonne nouvelle, comme je vous disais, d'avoir janvier ou février, on verra, là, selon le temps que la greffière nous présentera. Madame la greffière va nous déposer un échéancier, donc, pour nous indiquer un petit peu de quelle façon on pourrait procéder et, évidemment, donner la formation à la personne qui sera désignée, là, pour bien préparer l'année 2025. Ça va pour tout le monde? La période de questions, les petits ajustements que je vous apporte. Donc, et c'est bien important, donc, qu'on ne fait pas d'illusions personnelles, ni d'insinuations, ni de paroles blessantes ou irrespectueuses, que la période de questions ne doit pas donner lieu à aucun débat. Ça va? Alors, une fois qu'on a saisi ça, je pense que ça devrait mieux fonctionner. Alors voilà, mes amis, nous y allons maintenant pour justement la période de questions, Madame la greffière. On est rendu là. Alors, s'il y en a qui ont des... Où est-ce qu'elle a été adoptée l'autre jour? Où elle a été adoptée? Ça va? Alors, on y va pour la période de questions. Alors, effectivement, alors si vous avez une question, alors vous voyez les procédures qui sont affichées, mais on va avoir un deuxième panneau pour permettre aux gens vraiment de bien les voir. Ça va? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, Monsieur le maire. Michel Béjean-Lamy du collectif Virage en mobilité durable. À la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, suite au dépôt du rapport de la CDPQ Infra, vous aviez mentionné, moi je ne sais pas si c'est en conseil municipal ou si j'ai lu ça là, suite à un point de presse, mais qu'il y aurait formation d'un comité de travail pour s'asseoir avec les gens de la CDPQ Infra pour préciser là, au niveau de leurs suggestions là, qui avaient été faites par rapport à la Rive-Sud. Je voudrais savoir s'il y a eu effectivement une ou des rencontres, puis s'ils ont qu'est-ce qu'il y en est finalement de ces rencontres? C'est en marche, le comité de mobilité durable. On a déjà eu quelques échanges là-dessus. Alors, la question qui nous reste à régler, c'est comme la Caisse de dépôt a déposé son rapport au gouvernement et que le gouvernement en dispose. Alors, nous, on croit que ça va être davantage avec le gouvernement qu'on va devoir négocier parce que la Caisse de dépôt, son rapport est déposé. À partir de ce moment-là, c'est le gouvernement. Alors, on est en train de vérifier cet aspect-là, comme vous dites, ce qui ne nous empêche pas techniquement de demander des précisions à la Caisse de dépôt, mais c'est parti. Alors, nous, dans le fond, on a vu les recommandations de la Caisse de dépôt pour la zone de Lévis. Alors, eux autres, ils proposent même qu'on enclenche en simultané, donc les voies réservées, appelons ça SRB ou comme on veut, ça, on aura les précisions au moment opportun, mais pour nous, c'est important. Alors, c'est clair que la volonté du conseil municipal, dans la mesure où le gouvernement est au rendez-vous pour l'aide financière, bien, nous, on n'est pas contre le fait de poursuivre le boulevard Guillaume-Couture. D'ailleurs, à cet effet, on devrait même mettre à jour le tronçon entre Kennedy et Charles-Rodrigue, donc dans une phase subséquente. Mais pour le reste, nous, on est très heureux de cette recommandation-là d'ouvrir pour Guillaume-Couture sur l'ensemble du territoire. Mais si je vais être sûr de comprendre votre réponse. Dans le fond, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement des rencontres avec le... Ah oui, il va y avoir des rencontres, c'est sûr, c'est sûr. Pour préciser qu'est-ce qu'ils veulent dire par SRB, parce que c'est un concept qui est quand même large. Oui, effectivement. Alors, donc, il y aura des rencontres de nos gens à la ville. Je pense qu'on a planifié une autre rencontre d'ici une couple de semaines, si ma mémoire est bonne. Et on va faire le point là-dessus, on pourra vous tenir informés avec grand plaisir. Mais sachez que nous, le volet transport collectif sur Guillaume-Couture, on embarque là-dedans au même titre que sur la 116. Comme vous le savez, le gouvernement l'inscrit dans son plan quinquennal. Donc, nous aurons donc ces voies réservées-là sur la 116 aussi, ce qui fait que on part de l'autoroute 20 dans l'ouest, on s'en va vers les ponts. Et avec Guillaume-Couture, on a le Y qui s'en vient vers les ponts. Donc, on a le meilleur des mondes. On a déjà fait, vous l'avez vu, donc une tarification unique Québec-Lévis, ce qui nous a amené, tenez-vous bien, là,
nous sommes maintenant, pour 2024, nous avons une augmentation de pas loin de 20 17 de l'achalandage depuis qu'on a instauré ce système-là avec la Ville de Québec. Alors, donc, c'est drôlement intéressant. Alors, soyez sûrs, comme collectif, je comprends votre préoccupation. On va suivre ça de près. Mais on est d'accord avec la recommandation. Merci. Merci. Oui, allez-y. Oui, bonjour, mon nom est Kevin Caron. Merci pour votre temps. Petite mise en contexte avant ma question. Je faisais des travaux derrière moi cet été pour mettre une clôture. Entre-temps, j'ai mon voisin derrière qui a mis littéralement une clôture de poubelle avec des bâches en plastique, des draps, ainsi de suite. S'en suivi 2 mois de démarche avec un inspecteur de la ville pour faire bouger les choses. Puis elle a trouvé une zone grise. Après avoir mis ma clôture, elle a levé de 12 pieds dans les airs des tôles de métal blanches avec des branches mortes accrochées après ça. Sur 80 pieds derrière le terrain complet. Malheureusement, l'inspecteur m'a informé qu'il ne pouvait strictement rien faire pour ça, puisqu'il n'y a aucune réglementation pour les écrans d'intimité, parce que c'est ça qu'elle appelle ça, un écran d'intimité. En utilisant mon meilleur ami Google, j'ai trouvé que Rwanda avait des règlements super précis, les matériaux, les dimensions, tout ce que vous voulez pour écran d'intimité. Si vous remplacez le logo en bas par la Ville de Lévis, ça ferait de moi un citoyen bien heureux. Je comprends que ce n'est pas aussi simple que ça, mais ma question est que ce serait possible d'avoir un règlement pour les écrans d'intimité? D'abord, permettez-moi de vous féliciter pour cette recherche-là que vous avez faite pour améliorer la qualité de vie. Moi, j'aimerais, pouvez-vous vous avancer, remettre à la greffière, est-ce que vous pouvez remettre à la greffière votre dossier? Parce qu'on va envoyer ça immédiatement à la commission d'urbanisme. Montrez-moi ce que ça donne, là, les photos que vous m'avez montrées. Alors, son résultat final, ça donne quoi? C'est ça ici. C'est ici. La photo. Okay. Alors, vous avez ça? Monsieur Lamontagne, je suis un Saint-Rédempteur. Saint-Germain-de-Biveau. Mon voisin derrière, c'est le Grand Tronc. Si vous passez dans la rue, vous allez trouver c'est qui, sans même que je vous dise l'adresse. Okay. Bon, alors, vous voyez un peu, là, je le montre à l'écran. Alors, vous voyez quand même que c'est d'écran. On comprend que les gens veulent protéger leur intimité, mais effectivement, il y a peut-être des limites au niveau de l'esthétique à préserver minimalement. Je pense qu'il faut se pencher sur cette question-là, surtout si un inspecteur dit qu'il ne peut rien faire. Ça signifie probablement qu'il faut modifier notre réglementation. Alors, nous allons regarder ça avec grande attention. Je vous remercie d'avoir pris la peine. À la fin, on attendait les 2 pages. Oui, en plus, vous nous déposez un projet de règlement qui pourrait nous sauver beaucoup de travail en même temps. N'est-ce pas? C'est assez simple et clair. Merci. Faites attention à la marche, par contre. OK, merci infiniment. C'est excellent. Merci beaucoup. Oui, madame. Bonjour, mon nom est Anne-Marie Bourguignon. J'habite au 44-49 rue Saint-Laurent à Lévis. Une petite mise en contexte, il y a eu des travaux d'asphaltage qui se sont faits sur la rue Saint-Laurent. Et suite à ces travaux d'asphaltage, nous avons actuellement, en cas de forte pluie, de l'eau de la rue Saint-Laurent qui se déverse dans notre entrée. Ma question est toute simple. Est-ce que c'est normal? Monsieur le directeur général, là, on est dans plus l'élément technique. Donc, il y a eu un repavage de fait. Et vous êtes en train de me dire qu'avant que ce soit pavé, il n'y avait pas le... Il n'y avait jamais eu aucun problème. Est-ce que la rue a été rehaussée ou quoi? Mais là, je ne peux pas vous dire si la rue a été rehaussée. Ce que je peux vous dire, c'est que l'asphalte a été gratté puis qu'ils en ont mis une nouvelle couche. Par contre, maintenant, j'ai des débordements. Et indirectement, je pourrais avoir un dégât d'eau. Bonjour. Alors, écoutez, je ne connais pas la particularité dans votre secteur, la rue. D'habitude, il n'y a pas de débordement de cette nature-là. On a des égouts pluviales qui est là pour amasser et évacuer. Il y en a un, mais ça ne fait pas le travail. OK. Dans ce cas-ci, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller voir sur place la particularité. Est-ce qu'il y a un enjeu est-ce qu'il y a un défaut de conception ou de réalisation qui peut être fait? Il faut aller vérifier sur place. Alors, c'est pas normal qu'il y ait des débordements sur les terrains des citoyens. Par contre, il y a certains volumes qui font partie du ruissellement, dépendant aussi de la nature des pluies, de la force aussi, puis tous les volumes. Alors, il y a plusieurs paramètres qu'il faut considérer pour pouvoir répondre à votre question. Parfait. Je vous remercie de m'avoir dit que ce n'était pas normal. Je souhaite vous remettre 2 documents à la greffière pour aujourd'hui. Donc, le premier, vous verrez que c'est la réponse de la Ville par rapport à ce débordement. Le deuxième, c'est notre réponse par rapport à... Bien, merci beaucoup, madame. Soyez assurée que notre directeur général va envoyer quelqu'un sur place. Et on va vous contacter aussi, madame. Faites attention à la marche. On va vous contacter à cet effet. Ça va?
Merci beaucoup. Alors, monsieur, oui, allez-y. Je vais en profiter pour poser une deuxième question. Il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, allez-y. Au mois de mai ou juin, j'étais venu puis j'avais posé la question à savoir si ce serait possible, est-ce que c'était envisageable pour 2024 qu'il y ait une antenne du service à vélo à Lévis. Puis on m'avait répondu là, que c'était pas possible pour l'été 2024, que c'était pas si simple que ça, mais que possiblement, très possiblement pour le printemps 2025, qu'il y aurait finalement ce service-là qui pourrait être expérimenté à Lévis. Est-ce que, en fond, je veux voir, est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a du développement positif dans ce dossier-là? Je pense que c'est ce qui est sur la table actuellement. Nos gens y travaillent, je pense. Je ne sais pas de quelle façon, M. Deslauriers, mais je pense que c'est en marche. Là. On est en train on est en train d'examiner le projet pour voir comment on peut implanter en 2025 à vélo sur notre territoire. Alors, rendu là, les paramètres sont sur la table. Je sais que ça a avancé beaucoup au cours des derniers mois à ce sujet-là. Alors maintenant, ça va être dans le cadre du processus budgétaire, des investissements aussi qu'on a à faire là-dessus, que le Conseil aura des choix à faire pour pouvoir réaliser le projet. Mais on peut souhaiter pour 2025? Oui, bien, on va essayer parce que la demande est très forte, on le sait, elle est là. Surtout traverser entre les deux rives. Alors, imaginez-vous, vous partez d'un point, par exemple, de l'ouest de la ville, vous traversez avec votre vélo, comme on est le même territoire Québec-Lévis, vous pouvez laisser votre vélo à Québec, en reprendre un, l'amener à Lévis, etc. C'est fantastique là, comme système. Là. Alors, c'est sûr qu'on regarde la fenêtre d'opportunité sérieusement. Merci encore. Merci. Alors donc, si ça fait le tour pour la période de questions, Madame la greffière, on pourrait passer immédiatement... Ah, c'est vrai, il y avait les questions en ligne. C'est vrai, mon Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure. Excusez-moi, Madame la greffière. Alors, nous avons reçu 4 questions en ligne et nous allons débuter là, par, évidemment, l'ordre dans lequel les questions nous ont été soumises. Donc, la première question de Nicole Sévigny concernant un règlement. Donc, sa question va comme suit. J'aimerais faire du Airbnb dans le secteur des Chutes de la Chaudière. Au 3.1, l'agent m'a expliqué qu'il était possible de le faire uniquement dans les secteurs touristiques de la ville, de Lévis et de Saint-Romuald. Peut-on modifier le règlement et y ajouter les secteurs des Chutes Chaudière, qui est une zone touristique au même titre que les villes ci-haut mentionnées? De plus, ce secteur est situé tout près des ponts du parc de la Rivière et donne accès immédiat au pont La Porte. Voilà. OK, donc, voilà. Parce que j'ai pas le même ordre de questions. Oui, c'est ça. OK, vous êtes sur la Madame route. Sévigny. C'est Madame Sévigny? OK, alors, donc, pour Madame Sévigny, pour le Airbnb, c'est bien ça? C'est ça. Alors, donc, évidemment, au niveau de la ville, on a entrepris, je dirais, la plus vaste opération pour s'opposer à la loi gouvernementale qui disait que si on s'y opposait pas, les Airbnb étaient permis sur l'ensemble du territoire. On a décidé de donner suite aux demandes de la population, ce qui fait que, règle générale, dans les zones d'habitation, ce n'est pas permis, sauf aux endroits spécifiques. M. Dumoulin pourra peut-être compléter où on peut le permettre. Cela étant dit, le Conseil de ville a pris la décision de prohiber par règlement la location touristique de cette zone-là. On a opté pour la tranquillité de nos milieux de vie et par contre, la location à long terme peut être une option qui peut être envisagée. Et l'autre élément, c'est que même si on l'interdit dans l'ensemble des zones, il n'y a rien qui empêche avec les années une certaine évolution en fonction d'une réalité qui pourrait changer. Cela étant dit, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des demandes d'amendement déposées, lesquelles seront analysées. Je ne sais pas, M. Dumoulin, si vous pourriez compléter, mais grosso modo. C'est sûr que le Conseil a eu un choix de fait de dire que dans les zones où c'est à prédominance habitation unifamiliale et ce qu'on appelle les H1, c'est un choix qui avait été fait d'interdire les Airbnb dans ces secteurs. Il y a des secteurs le long de nos côtes d'or, surtout Guillaume-Couture, et certaines zones où, à forte densité, avec du transport en commun, des milieux mixtes qu'on appelle, c'est permis de faire du Airbnb, le long surtout dans nos pôles et dans le secteur de Guillaume-Couture.
si un secteur basculerait dans des zones plus mixtes, peut-être ça pourrait être revu. Effectivement, on est ouvert, mais dans les zones résidentielles, c'est un choix de conseil de ne pas permettre les Airbnb. Donc, mais c'est, comme je dis toujours, les règlements, c'est vivant. Tout peut être regardé, mais pour l'instant, le travail de nos experts à l'urbanisme a été quand même... il y a eu un gros travail de fait. Les choix ont été faits et le Conseil a statué sur les plans qu'on a présentés, les zones qu'on a présentées. Alors bien, merci beaucoup, M. Dumoulin, de cette précision où, dans certaines zones mixtes, là, on peut avoir une certaine ouverture, mais que, règle générale, au niveau de l'habitation, nous, on a statué qu'on préférait préserver la qualité de vie de nos concitoyennes et nos concitoyens. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'on a répondu à la volonté de la population. Alors donc, oui. Deuxième question. Prochaine question, Stéphanie. Est-ce que vous permettez une sous-question? En fait, oui. Ma question, c'est du point de vue citoyen, est-ce qu'ils peuvent faire une demande pour étudier une réintégration d'une certaine zone? C'est quelque chose qui est possible? Bien, tout est possible en urbanisme. Ils peuvent le faire, mais il s'agira de voir quelle sera la recommandation qui sera faite à ce moment-là. Et on est libre au niveau du conseil municipal. On a une procédure qui... Oui, on a une procédure. On a une procédure. Ça va? Merci. Ça va? Oui, effectivement, il y a toujours la procédure d'amendement qui est possible. Alors, il s'agit de déposer une demande et elle sera regardée par la commission. Ça va? Une bonne précision que vous apportez, M. Bonin, là-dessus. Alors, donc, voilà. Oui, prochaine question, Stéphanie Allard, concernant la surface multifonctionnelle Jean Dumais. Alors, sa question va comme suit. Est-ce que la Ville a prévu installer des paniers de basket-ball sur la nouvelle surface ou ailleurs dans le parc Jean Dumais? Ce serait intéressant d'avoir cette option avec du matériel de qualité dans le secteur pour la pratique de ce sport. Voilà. Alors, actuellement, ce qui est prévu dans le parc Jean Dumais, bien sûr, c'est des travaux pour l'aménagement d'une patinoire à bande permanente pour l'hiver. Bande permanente qui va être dotée d'une surface spécifiquement conçue pour pratiquer le deck hockey. Ça. Hein? Et le pickleball. Donc ça, la demande, elle est vraiment là. Maintenant, au niveau du basketball, bien là, il faudrait regarder est-ce que les espaces nécessaires, M. Demers, peut-être... écoutez, je suis un peu déçu d'apprendre ça aujourd'hui parce que ça fait longtemps que le plan concept du parc est fait, M. le maire, même avant 2000. Puis on a consulté en plus. Tout avait été fait. Il y a eu des consultations publiques qui ont été faites. Il y a même des citoyens qui ont consulté les gens dans le quartier. Et ça a donné qu'on s'enlignait pour la patinoire exactement avec le pickleball et le deck hockey. Mais jamais, et aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends parler des paniers de basketball. Bien, nous aussi, là. Mais il reste quand même qu'on peut le garder en mémoire si jamais, à un moment donné, dans des phases subséquentes, on pourrait voir s'il y aurait des possibilités. Ça va? Alors, Oui, prochaine question. Roch Forget, concernant le secteur rue des Écureuils. Alors, cette question va comme suit. Je suis propriétaire du camping Transit et le secteur voisin, rue des Écureuils, va être abandonné complètement dans les prochaines semaines dû l'expropriation par la Ville de Lévis. À court terme, quels sont vos plans pour sécuriser le secteur et quand la démolition des résidences sera faite? À plus long terme, quelles sont vos intentions pour ce secteur? Voilà. Oui, alors donc, c'est un secteur... qui a été très complexe. D'abord, je voudrais remercier les citoyens qui habitaient cette zone-là pour leur excellente collaboration. Je pense que c'est un dossier qui connaît un dénouement intéressant et ce qui démontre qu'il faut éviter de faire du développement dans des zones qui ne sont pas aménagées. Ça, c'est une leçon à tirer de ces expériences-là. Alors donc, ça, c'est intéressant. Alors donc, lorsque tous les citoyens auront quitté les lieux, il y aura un inventaire des maisons qui pourront être déménagées, parce qu'il y a peut-être des maisons qui pourraient être déménagées, auquel cas la Ville pourra faciliter ces déménagements-là. Et elle pourrait aussi être mise en vente. Et pour les autres, plusieurs options sont en analyse. Donc, j'ai demandé, moi, suite à cette question-là, justement, qu'on nous dépose peut-être un plan plus précis là, pour éviter effectivement qu'on se retrouve avec du vandalisme et autres éléments là, dans cette zone-là. Alors, il faudrait quand même avoir un plan d'action assez rapide d'exécution. Alors, donc, M. Deslauriers m'a indiqué que c'était en préparation, effectivement. Donc, sachez, M. Forget, qu'on va vous revenir dès qu'on aura notre plan. On prend votre nom
en particulier, donc, soyez assurés qu'on va vous contacter le plus rapidement possible pour vous donner ce plan d'action-là qui va être élaboré. Mais il y aura un inventaire. Les maisons qui vont être déménagées, on va favoriser leur déménagement. Il y en a qui vont être mis en vente. Et les autres options sont en analyse, mais il vaut mieux aller plus rapide que moins rapide. Donc, je pense qu'il faut profiter du momentum là, pour régler ça. Alors, très bonne question qui nous amène à demander un suivi. Merci beaucoup. Et dernière question de Richard Demers concernant un propriétaire recherché. Donc, sa question va comme suit: l'amélioration de l'éclairage de rue sur les routes des rivières, secteur débutant à la rue Arguin, en allant vers l'ouest, au moins jusqu'à la rue de l'Aune, est déficient, surtout si on compare avec ce qui a été fait entre Saint-Rédempteur et Saint-Étienne jusqu'à la rue Arguin. De plus, les trottoirs sont en piteux état à beaucoup d'endroits entre la rue Millefleurs et la route Lagueux. J'ai fait une demande par le 3-1 et on me réfère au MTQ. Le MTQ me répond que c'est la responsabilité de la ville. Voilà. Effectivement, donc vous avez raison, c'est que le secteur de Saint-Rédempteur, on s'en souvient, Saint-Étienne a été majoré il y a 8 ans par le MTQ. Donc, la puissance en watts, les lumens, à partir de la rue Denis à Saint-Rédempteur à la rue Arguin-Saint-Étienne, n'est-ce pas? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il a été recommandé l'ajout d'un éclairage mieux divisé pour éliminer les trous noirs et augmenter en couleur et en puissance entre la rue Arguin et la rue des Zones à Saint-Étienne. Alors donc, voilà, nous planifions les travaux pour le printemps prochain. C'est une bonne nouvelle. Alors, apparemment que c'est dans la planification. Alors, on en est très, très, très heureux. Alors, pour vous, monsieur, je pense que c'est une bonne nouvelle, monsieur Demers, c'est que c'est en planification. Et donc, on devrait réaliser les travaux l'an prochain. Ça va? Alors, je pense que c'est un beau problème de régler qui va être réglé. Il y avait la sous-question des trottoirs, parce que oui, les trottoirs. C'est quelque chose que j'ai réclamé à quelques reprises. On a demandé de faire une vérification sur les trottoirs et pour assurer la sécurité des usagers. Il y aura, pour le moment, à très court terme, des réparations mineures de fait sur les trottoirs. Et là, on verra si certaines sections nécessiteraient des réfections majeures. Alors, on va informer la direction du génie pour regarder ce qui peut être fait dans le cadre de la planification des travaux. Mais il va y avoir une inspection d'ensemble de fait. Ça vous va? On vous revient là-dessus. Alors voilà, Madame la greffière, ce qui fait le tour pour cette période de questions. Maintenant, nous allons passer donc à la question numéro 3.1, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil. J'en fais la proposition, Jean Audouin. Voilà. Je l'appuie, Anne Geoffrey. Il y avait le dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 septembre 2024. Il y avait l'embauche d'une directrice de l'environnement. Alors, est-ce que notre nouvelle directrice de l'environnement, voilà, Madame Geneviève Coudé-Lévesque, ce soir, à moins qu'il y ait des gens qui votent contre, ce qui nous étonnerait. Alors, je vais vous dire, Madame Geneviève Coudé-Lévesque, nous sommes très fiers de vous compter comme directrice de l'environnement. Ça fait longtemps que vous êtes attendue, je voulais vous le dire. Merci infiniment d'avoir accepté de relever ce défi. Madame Coudé-Lévesque est détentrice d'un baccalauréat en agronomie. Elle œuvre en gestion dans le domaine de l'environnement depuis plus de 15 ans. Elle était jusqu'à tout récemment directrice par intérim de la division prévention et contrôle environnemental à la Ville de Québec. Et au sein de la Ville, elle a aussi agi à titre de directrice de section suivi environnemental. Elle a également exercé pendant plus de 10 années différents postes de gestion pour la financière agricole du Québec. Donc, le territoire de Lévis ne lui est pas étranger. Et ça donne bien parce qu'au fond, on a un beau plan d'action en matière environnementale avec Mme Fleur Paradis qui est très intéressant. Donc, entre autres, touchant le verdissement de notre ville, la lutte et l'adaptation au changement climatique, le zéro déchet, les milieux naturels, les milieux humides et hybrides, la protection des sources d'eau potable, mise en valeur des milieux naturels, transport actif. On en a parlé tantôt du transport actif avec à vélo, transport collectif,
réduction des GES, pratiques municipales qui minimisent les impacts sur l'environnement. Et on a donné un premier mandat, donc, à notre directrice, c'est de nous préparer, bien sûr, avec notre greffière, le dossier pour ajouter dans nos formulaires de prise de décision la clause environnementale, clause qui nous indiquerait si on respecte notre plan d'action en matière environnementale. Alors voilà, on vous souhaite beaucoup de succès. C'est un grand plaisir de vous accueillir à la ville de Lévis. Merci d'être présente aussi. Et merci de faire valoir au sein de notre ville votre vaste expertise et votre volonté, effectivement, de placer la ville au cœur d'un développement durable, donc ce qui est bien important pour notre ville. On en est très fiers. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bienvenue à la ville. Je peux l'appuyer. Je propose la nomination de Mme Paradis. Mme Paradis. M. Bonnet. Oui. M. Bonnet. Ça va? Alors, donc, voilà. Nous passons maintenant à la section du greffe, qui est le rapport du prononcé de la décision relative à la demande de démolition de l'immeuble situé au 672 rue Saint-Joseph. Alors, donc, conformément à la recommandation du comité exécutif, c'est pour reporter le prononcé de la décision dans le cadre de la demande de démolition de l'immeuble situé au 172 Saint-Joseph à la séance ordinaire du Conseil du 11 novembre. C'est bien ça? Alors, tout le monde est d'accord? Ça va pour tout le monde? Alors, donc, est-ce que j'ai un proposeur, un secondaire? Je vais l'appuyer, Serge Côté. En matière environnement, nous avions l'appui au dépôt d'une demande de subvention du collectif Canopée à l'initiative Croissance de la Canopée des collectivités canadiennes. C'est pour appuyer, bien sûr, le collectif Canopée pour le dépôt d'une demande de financement dans le cadre de l'initiative Croissance de la Canopée des collectivités canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités pour le verdissement du territoire de la ville de Lévis. C'est tout pour la direction de l'environnement. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Bourse aux athlètes ambassadeurs de Lévis, c'est pour accepter les recommandations du comité d'évaluation relatives aux bourses des athlètes ambassadeurs de Lévis, telles que mentionnées à la fiche de prise de décision. Alors voilà, une bourse aux athlètes ambassadeurs de Lévis qui est extrêmement populaire, extrêmement bien vue par tous les athlètes, parce que maintenant, à Lévis, nous accompagnons nos athlètes non seulement une fois qu'ils ont obtenu des médailles d'or au niveau international, mais dès le début, lorsqu'ils initient, lorsqu'ils sont initiés à la pratique de sport de haut niveau, ce qui est drôlement intéressant. Et chaque année, on a des centaines de personnes qui y participent et donc on est très heureux de cette bourse aux athlètes ambassadeurs de Lévis. Alors voilà, on avait une aide financière au bénéfice d'organismes de la communauté. Alors donc, c'est pour accorder les aides financières requises aux organismes de la communauté. C'est tout pour la direction de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? La proposition, Jeannot Demers. À la finance et à la trésorerie, on avait des modifications de règlement d'emprunt fermé relativement à l'annulation du pouvoir d'emprunt et demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est évidemment, c'est pour modifier les règlements d'emprunt tels que joints à la prise de décision par le remplacement des montants de la dépense et de l'emprunt par ceux énumérés à la prise de décision, considérant les appropriations du Fonds général et de subventions reçues, de même que de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'annuler les soldes résiduaires de chacun de ces règlements dans ces registres. Donc, on annule les soldes résiduaires, ce qui nous dégage, dans le fond, d'une certaine responsabilité. Ça va? On y va avec ça. On avait le repos du rapport concernant l'émission d'obligations du 23 août 2024. C'est un dépôt. C'est pour déposer le rapport sur l'émission d'obligations au montant de 42 330 000 $ daté du 23 août. Et les taux d'intérêt sont à quoi? Donc, ma foi, c'est ainsi. Le dernier qu'on a fait est à 4,1692. Donc, bon. Ça va mieux. Ça va mieux, puis l'inflation continue à diminuer. Donc, oui. On devrait se retrouver dans des positions un peu plus intéressantes. Ça va? Je vais faire la proposition. Merci. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au dépôt du rapport du comité consultatif agricole de la séance qui a été tenu le 2 mai 2024. Attribution de... ça va pour ça, le dépôt. On avait une attribution de toponyme et mandat au comité de toponymie d'attribuer le toponyme Chemin des Efforts au tronçon qui croise la route Bécard et qui porte le numéro
295 771 du cadastre du Québec dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. On avait attribué le poste de police et le toponyme Maison de la justice de proximité à l'édifice localisé au 1045 et 1047 Chemin du Sceau. Maintenir le toponyme actuel du parc des Grandes Pointes dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon et de mandater pour formuler une recommandation pour l'attribution d'un toponyme dans le but de reconnaître la contribution de la communauté lévisienne apportée par M. Philippe Laberge, et de maintenir le toponyme actuel du Centre culturel de Lévis et de mandater le comité de toponymie pour former une recommandation pour l'attribution d'un toponyme dans le but de reconnaître la contribution de la communauté lévisienne apportée par M. Michel Lessard. C'est tout pour la direction de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Donc, le comité de toponymie va regarder à nouveau certains éléments. Ce soir, on prend acte, évidemment, et nous allons regarder la situation. Dans le cas de M. Laberge, on souhaiterait même quelque chose de plus significatif encore. Alors donc, on y travaille actuellement. Alors donc, on va demander la collaboration de la commission de toponymie. Ça va pour tout le monde? Je vais l'appuyer, M. Dumoulin a proposé. OK. Développement économique et de la promotion. Alors, conformément à la recommandation du comité exécutif, c'est pour accorder une aide financière de 50 000 à Ruche Chaudière-Appalaches pour le déploiement d'un accompagnement personnalisé aux entreprises situées sur le territoire afin de promouvoir le financement participatif et de les soutenir dans son utilisation. On avait une aide financière aux Amis du Boisé de l'Aube-Rivière. C'est pour accorder une aide financière d'un montant de 31 821 000 à Amis du Boisé de l'Aube-Rivière pour son projet de restauration des sentiers de randonnée au parc Valero-Les Écarts, conformément à la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, n'est-ce pas? Avec M. Côté, un dossier qu'on suit de très près. Souvenez-vous qu'on a fait ajouter un pavillon avec toilettes, donc ça allait améliorer considérablement. Mais paraît-il, il faut que j'y retourne d'ailleurs, j'ai l'impression d'aller faire une petite tournée en fin de semaine prochaine, paraît-il que c'est maintenant devenu parmi les plus beaux sentiers de promenade à Lévis, très fréquentés. Alors, bravo à tous ceux et celles qui y ont travaillé. Et un merci particulier à tous les bénévoles qui travaillent à ce magnifique dossier des Amis du Boisé. Et si vous êtes d'accord, je ferai parvenir aux Amis du Boisé de l'Aube-Rivière une résolution pour les remercier pour leur magnifique implication dans leur communauté et leur dire que leur travail est maintenant source de fierté pour l'ensemble des Lévisiennes et des Lévisiens. Ça va? À l'unanimité, les remerciements. Oui, ça va. Alors donc, on y va maintenant pour l'approvisionnement où on a... Oui. Oui, c'est vrai, il faut avoir un proposeur. Vous avez raison. Je vais l'appuyer. Je pense qu'on a une greffière. Hein? Option de renouvellement de l'entente intermunicipale intervenue avec la Ville de Québec pour la fourniture de services de réception et de traitement des boues d'installation septique. Alors, c'est pour exercer la première option de renouvellement d'un an pour l'entente intermunicipale intervenue avec la Ville de Québec pour la fourniture de services pour la réception et le traitement des boues d'installation septique et de fosses scellées attribuées par la résolution CV 2023-03-86 qui se termine au 31 décembre 2024. Donc, on renouvelle tout simplement l'entente. On a une régularisation du titre de propriété d'une partie de l'assiette de la rue Sainte-Marie dans le secteur de Lévis. C'est pour identifier l'assiette de la rue Sainte-Marie correspondant à une partie du lot 3018-366 tel qu'illustré sur le plan annexé à la fiche de prise de décision et autoriser la greffière à publier les avis requis par le 3e alinéa de l'article 73 de la loi sur les compétences municipales et de publier au registre foncier la déclaration prévue au 6e alinéa de cet article pour régulariser le titre de propriété de la ville sur cette rue. Voilà. On avait... Donc, c'est très technique, là, c'est pour régulariser des titres de propriété, au fond, qu'on a constaté là et qu'il faut régler. Alors, on avait aussi, on avait une vente d'un lot ici et de partie de l'eau dans la rue du Maréchal, dans le secteur de Pintante, pour affecter les fruits de la vente et confirmation relative à l'utilisation de ce lot. C'est pour accepter l'offre d'achat d'un lot et des parties de l'eau telle qu'elle est jointe à la fiche de prise de décision APG I 2024-036 et autoriser le maire et la greffière à signer les documents requis. Donc, c'est affecté un montant de 926 000
à la réserve financière pour la réalisation des travaux municipaux d'entretien, de réparation et d'amélioration des infrastructures municipales et des terrains industriels situés dans les zones et parcs industriels et le sol du produit net de la vente de la réserve financière pour fin de développement du territoire en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique. Confirmer que ce lot et les parties de ce lot ne sont plus affectées à l'utilité publique conditionnellement à leur vente. C'est tout pour la direction de l'approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais le proposer, Anne Jeffrey. Maintenant, nous passons maintenant aux affaires relatives au règlement, et aux avis de motion et au dépôt de projet de règlement. Et nous laissons la parole à Mme la greffière qui s'assure que tous les éléments nécessaires à la reconnaissance légale de ces règlements-là sont dits, évidemment, publiquement. Alors, donc, avec notre greffière, on est bien assuré qu'on n'oublie rien et que nos règlements ont par ailleurs plein effet une fois qu'ils sont adoptés. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Alors, 13.1, avis de motion du règlement RV 2024-3481, modifiant le règlement RV 2022-2250 sur la circulation, la vitesse et le stationnement et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche TMD 2024-016R1. Ce règlement a pour objet de régir la circulation, la vitesse et le stationnement public municipal de l'église de Saint-Romuald et sur une partie des rues Saint-Laurent, Bossuet, Verlaine, Semence, Rogation, J.B. Michaud, Charles Rodrigue, Coutances, Wolfe, Jacques Jobin et Marie Rollet. Je vais donner l'avis Isabelle Demers. Merci. Alors, 13.2, avis de motion du règlement RV 2024-3479, modifiant le règlement RV 2022-2250 sur la circulation, la vitesse, le stationnement et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche TMD 2024-019. Ce règlement a pour objet de régir la circulation, la vitesse et le stationnement sur une partie des rues Pierre Perrault, Monseigneur-Bourget, Guillaume Couture, Denis Garon, Albert Rousseau, Giguère, et de remplacer le mot article 23 par article 24 dans l'article 26. Merci. 13.3, avis de motion du règlement RV 2024-3480, modifiant le règlement RV 2022-2250 sur la circulation, la vitesse et le stationnement et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche TMD 2024-020. Alors, ce règlement a pour objet de régir la circulation, la vitesse, le stationnement sur une partie des rues Trapistine, Guillaume Couture, Les Tourneaux, du Vieux-Phare, Alphonse Desjardins, Berlisios, Dorimène Desjardins, Saint-Omer, Pénin, Saint-Laurent, Dussault, Desaulnais et Marie-Louis Genet. Je donne l'avis de motion. 14.1, adoption du second projet de règlement RV 2024-34-76, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, ajoute certains usages associés à des activités culturelles et artistiques, ainsi que la classe d'usage H4, habitation bifamiliale isolée, dans la zone M20-72, rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Alors, la proposition est d'adopter le second projet de règlement tel que joint à la fiche Urbain SAT 2024-110, et ce, sans changement par rapport au projet de règlement adopté par la résolution CV 2024-04-80. Je vais le proposer, Isabelle Demers. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, Monsieur le maire, nous n'avions pas d'affaires nouvelles. Nous serons rendus à la période d'intervention des membres du conseil. Effectivement, Madame la greffière, c'est la période d'intervention des membres du conseil municipal. Il y a Madame Demers qui voulait intervenir. Quelles sont les autres personnes? Il y a M. Bonin qui voulait intervenir, M. Fallu, M. Demers. Est-ce que ça fait le tour? Allez-y, Madame. Oui, Madame Jeffrey, vous ajoutez? Ben oui, allez-y. Allez-y, Madame Demers. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, le 2 octobre dernier, j'ai assisté au lancement de Ados au fourneau. Alors, c'est un projet de 5 maisons de jeunes sur le territoire de la ville. Je me permets de les nommer parce que c'est un beau projet qui est déjà débuté. Alors, la maison de jeunes Charny-Bréquéville, la maison de jeunes de Saint-Jean-Chrysostome, l'Azimut Saint-Nicolas, l'Aigle Saint-Étienne et la Ruche de Saint-Romuald.
les 5 maisons de jeunes se sont mis ensemble pour partir ce projet-là. C'est un projet qui va se faire sur 3 ans et les jeunes vont apprendre à cuisiner. Donc, les jeunes de 11 à 17 ans qui participent, qui vont aux maisons de jeunes, vont apprendre à cuisiner. Mais au-delà de ça, ils vont aussi concocter des plats. Il y a vraiment un livre de recettes qui existe. Et leur mission, c'est de produire 1000 repas par année pour les 3 prochaines années. Ces repas-là vont être remis à des organismes ou dans les frigos partagés. Donc, c'est un très beau projet qui est déjà en place. Les 5 maisons de jeunes se sont mis ensemble pour ce projet-là. Alors, moi, si mes collègues sont d'accord, j'aimerais faire une motion de félicitations pour ce beau projet-là qui va être sur le territoire de la ville pour les 3 prochaines années. Vous êtes d'accord? Bravo, oui, oui, c'est à l'unanimité. Oui. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, merci, Mme Demers. Donc, nous étions maintenant à M. Bonin. Oui, M. Bonin. Oui, merci. Je vais parler de pollution lumineuse. Je vous ai envoyé un avis de proposition vendredi. Je vais juste vous montrer quelques images. Ça, ce sont des serres qui sont au sud de l'autoroute 20. Quand il y a un couvert nuageux qui est assez bas, ça fait énormément de lumière. On le voit même depuis la rive nord. On voit ici depuis Québec qu'est-ce que ça peut donner ici à Lévis. Il y a eu un projet, bon, j'ai une troisième image aussi là, qui est ici, mais il y a eu un projet à Saint-Félicien parce que, justement, il y a une serre qui s'était installée à côté du voisinage et ça faisait une bonne différence pour les citoyens, là. Ça incommodait beaucoup les citoyens. Et à la suite de ça, la ville, en fait, la MRC, Domaine du Roi, a étudié toutes les possibilités pour faire un règlement sur la pollution lumineuse. Je sais que dans notre règlement sur les nuisances, il y a une petite motion sur la pollution lumineuse, mais c'est très, très succinct. Et je trouvais le règlement suffisamment intéressant pour vous le proposer, donc je vous l'ai envoyé vendredi. Je peux lire mon avis de proposition, mais c'est pour voir aussi que des fois, la cohabitation avec les parcs qui existent, bon, on sait le cas aussi du Collège de Lévis, là, de son terrain sportif qui parfois peut empiéter dans son éclairage. Donc, comment on fait pour cibler l'éclairage au bon endroit, limiter le nombre de lux, de lumens, d'unités de lumière qu'on peut utiliser. Donc, l'avis de proposition se lit comme suit. Un avis de proposition est déposé par le conseiller municipal Serge Bonin à la séance du conseil municipal du 15 octobre 2024 concernant l'adoption d'un règlement complet sur la pollution lumineuse plutôt qu'une courte mention dans le règlement sur les nuisances de la ville, qui est le RV 2010-09-4. Considérant que la MRC du Domaine du Roi a adopté le 20 septembre dernier un règlement sur le contrôle de la pollution lumineuse, considérant que ce projet de règlement est né à la suite d'une problématique liée à la présence de serres à grande surface à Saint-Félicien produisant un éclairage intrusif sur le voisinage, considérant que la cohabitation des parcs avec le voisinage nécessite aussi un encadrement plus restrictif, il est proposé et résolu que le Conseil de ville de Lévis demande à l'administration de prioriser, et là j'ai eu un petit échange avec le directeur général qui me disait ce serait peut-être mieux de dire l'analyse qui mènera à la rédaction d'un règlement et non pas directement de prioriser le règlement. Donc moi, j'ai pas de problème à faire cet amendement-là que Madame la greffière, vous pouvez noter, là, de prioriser l'analyse qui mènera à la rédaction d'un règlement encadrant la pollution lumineuse inspiré du règlement 317-2024 de la MRC du Domaine du Roi, et ce, le plus rapidement possible, dans l'optique, évidemment, où j'espère que les permis pour les serres ne sont pas déjà émis. Donc, si on était capable d'adopter le règlement avant l'octroi des permis pour qu'ils puissent se préparer, donc avoir les bonnes estimations des coûts là, pour les rideaux protecteurs, pour essayer d'éviter que la pollution lumineuse, évidemment, cause des désagréments dans le voisinage. Donc, voilà l'essentiel de ma proposition ce soir. Alors, donc je pense que c'est une proposition qui aurait pu être déposée par l'ensemble des membres du conseil municipal, parce que je sais que M. Patry, entre autres, me sensibilisait sur des problématiques particulières reliées à l'éclairage. J'ai donc donné le mandat à la direction générale de regarder ça, mais qu'on adopte une résolution ce soir pour confirmer que l'ensemble des membres du conseil ils sont d'accord. Est-ce qu'il y en a qui s'opposeraient à cette résolution? Non, donc elle serait adoptée à l'unanimité. Ça va pour tout le monde? Merci. Merci, merci. Alors, merci, parce qu'on travaille déjà sur le dossier, parce que je sais que M. Patry m'avait sensibilisé il y a quelques mois. Là, c'est là qu'on s'est aperçu que, effectivement, au niveau de la réglementation, il faudrait peut-être franchir une autre étape. Alors, j'imagine que vous allez regarder ça à la commission d'urbanisme, mais je pense que l'idée est pas mal
répandu au sein de la table. C'est pas la première fois que j'en entends parler. Donc, le temps est venu de moderniser cette réglementation-là. Ça va pour tout le monde? Merci. Ça va rassurer les citoyens dans mon secteur là, qui se posaient des questions beaucoup sur, entre autres, sur ça aussi, sur les ventilateurs éventuellement installés dans les serres. Donc, il faudra regarder de ce côté-là. Si vous me permettez, juste une courte question. Oui, mais... oui. Okay. Non, mais allez-y. C'était juste pour dire, parce que M. Bonin parlait de ventilateurs, parce que là, on parle des ventilateurs en zone agricole. Ça, c'est un autre... oui, c'est ça. Enfin, c'est une sous-question qui venait. Qui a déjà été fait. Donc, c'est juste un... OK. Alors, allons-y. Merci. Bien, juste pour terminer, M. le maire, j'avais juste une question. Vous aviez parlé de l'ouverture à peut-être des pléniers publics sur le budget. Ça vient rapidement. Est-ce que vous avez... est-ce que votre question, votre réflexion a évolué? Est-ce qu'on sait quelle sorte de forme ça va prendre? Comme ça va être une première, nous allons regarder la situation de très près, comment on pourrait faire pour réaliser ça. Je regarde ça en particulier avec Mme Demers, qui est la présidente du comité de finances. Alors, on va revenir bientôt. Okay. Alors, et la direction générale est en train de préparer quelque chose qui devrait être intéressant. C'est une première, alors on va y aller de façon progressive, n'est-ce pas? Mais oui, l'intention est toujours là et très sérieuse. Merci. Ça va? Merci. Oui, il y avait maintenant... Monsieur Fallu. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Vendredi dernier, j'ai déposé un avis de proposition, moi aussi, par rapport au barbecue public dans le cadre d'un projet pilote. Je trouverais ça intéressant. Cet été, je me suis promené un peu dans les parcs à la ville de Lévis et il y a plusieurs animations, il y a plusieurs événements qui sont offerts aux citoyennes. Je me demandais comment on peut rendre ça plus attrayant, dynamique davantage. Donc, je me suis dit que j'allais déposer ce soir une demande de projet pilote au conseil de ville pour l'ajout de barbecue public. Donc, je cite là que c'est d'étudier la possibilité de. Donc, est-ce que c'est possible, selon le budget qu'on a, selon les équipes qu'on a, d'aller de l'avant avec ça? Dans mon quartier, il y a beaucoup de densification qui se fait. Les gens n'ont pas toujours accès, justement, à l'espace nécessaire pour se rassembler. Donc, je pense que l'idée d'un barbecue public, ça peut permettre les gens de se rassembler à un endroit précis, près de chez eux, puis de faire connaissance avec leurs concitoyens. Alors, je lis l'avis de proposition. Considérant que plusieurs Lévisiens et Lévisiennes expriment un intérêt accru pour des espaces de rassemblement extérieurs, particulièrement en période estivale, afin de favoriser la convivialité et les activités communautaires, considérant que l'ajout des barbecues publics au charbon dans les parcs peut encourager les activités de plein air, les rencontres intergénérationnelles et renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, considérant que les barbecues publics contribuent à diversifier l'utilisation des parcs municipaux en complément d'autres installations déjà en place, dont les aires de jeu, tables de pique-nique, etc. Considérant que les barbecues publics offrent une option abordable pour les Lévisiennes et Lévisiens sans avoir à investir dans un équipement personnel, ce qui contribue à l'équité sociale. Considérant que certains quartiers sont en forte densification et que les nouvelles constructions sont moins adaptées à ce genre d'équipement. Considérant que plusieurs grandes villes telles que Montréal, Gatineau, Québec ont instauré des projets similaires, offrant des espaces aménagés sécuritaires pour les barbecues publics. Il est proposé et résolu que le Conseil de ville de Lévis mandate l'administration d'étudier la possibilité d'élaborer un projet pilote visant l'installation de barbecues publics permanents dans un parc de la ville afin de favoriser les rassemblements communautaires et l'utilisation conviviale des espaces verts. Merci. Oui, alors donc, est-ce que l'idée de faire une expérience, vous l'appuyez, M. Bonin, bien sûr. Alors donc, et est-ce que ça plaît aux membres du conseil municipal qu'on regarde ça? C'est super, donc c'est adopté à l'unanimité. D'autant plus que moi, je fais beaucoup de plein air. J'ai remarqué que certains parcs nationaux l'ont implanté, là, les barbecues à des places publiques. C'est pas toujours concluant parce que des fois, il y a un peu de vandalisme entourant ces éléments-là. Mais cela étant dit, allons voir parce qu'il y a peut-être en même temps un moyen de s'organiser pour que ce soit à l'épreuve du vandalisme aussi, de façon plus correcte. Mais, règle générale, ça amène des expériences aussi intéressantes. Donc, ça permet aux gens de socialiser davantage, etc. Donc, expérience pilote, c'est intéressant. Je veux aussi signaler que j'aime l'évolution de vos avis de proposition, où là, on propose d'analyser, de regarder ce qui est beaucoup plus conforme à ce que
le conseil municipal doit adopter, parce que normalement, lorsqu'un conseil municipal adopte une politique, elle est comme canée, là, je ne sais pas si vous me suivez, alors que là, il faut l'analyser, il faut regarder quels seraient les endroits où ça pourrait être idéal, etc. Donc, c'est une bonne avis de proposition, on la reçoit très positivement, à moins qu'il y ait des membres du conseil qui disent qu'ils sont contre, sinon c'est adopté à l'unanimité. Ça va? Alors, merci beaucoup, M. Fallu, merci. Alors donc, M. Demers. Merci, M. le maire. Ah, il y avait autre chose? Non, mais par rapport à ce que vous venez de dire, je sais qu'à Québec, justement, on peut déposer un avis de proposition puis qu'on ait un retour de l'administration au prochain conseil. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez mieux procéder. On va regarder ça, oui, effectivement. Ouais, nous autres, on va amener ça à l'exécutif et on va vous revenir le plus rapidement possible pour dire quelles sont nos intentions. Exemple, dire oui, on s'en va à l'analyse, puis on va... Comprenez-vous l'idée? Oh, oui, ça, c'est excellent. Oh, oui, le suivi va être fait en conséquence. Ça va? Alors, donc, Madame la greffière, nous avions maintenant, merci beaucoup, M. Fallu, il y avait M. Demers. Merci, M. le maire. Le 1er octobre, nous avons été invités, moi, Mme Demers et M. Patry, vous a remplacé, M. le maire, à la résidence Saint-Antoine, ici à Saint-Romuald. Je sais que Mme Duchesneau, vous n'étiez pas présente, vous étiez à l'extérieur, parce que sinon vous auriez été avec nous. Écoutez, c'était la journée, c'était la fête nationale des aînés le 1er octobre. OK. On s'est déplacé, on était là. Présentement, dans cette résidence, il y a c'est ça, je voulais juste pas l'oublier, puis je ne l'ai pas. Il y a 128 usagers et 70 personnes du personnel qui travaillent à cette résidence-là. C'est assez impressionnant. M. Patry a pris la parole et a parlé. Il y a des gens là-dedans qui sont autonomes, il y en a qui sont semi-autonomes, il y en a qui ne sont pas autonomes du tout. On a fait une visite de la bâtisse. Et personnellement, moi, ça m'a marqué aller visiter ça, parce qu'on s'entend que dans notre roulement, tous les gens ici alentour de la table, là, il n'y a pas grand monde qui va là dans une année, là. Mais vous savez qu'on va probablement tout finir là. Fait qu'on s'en va là. Fait que c'est important de les soutenir et de les encourager, ces personnes-là, parce que ceux qui travaillent là, c'est une vocation. Je vous dirais, c'est vraiment une vocation. Quand tu fais manger des gens à la cuillère et les gens, regarde, ils sont comme pas là, mais c'est la dignité, là, c'est très digne, la dignité pour les personnes là-bas. Fait que moi, honnêtement, ça m'a marqué, mais ils ont fêté quand même, ils ont fait une fête pour les aînés, pour la fête nationale des aînés. Fait que c'était super bien organisé, on a fait une belle visite. Mais tout ça pour dire que j'aimerais porter une motion de félicitations à la résidence Saint-Antoine, à leur personnel, qui prennent soin des aînés, et possiblement qu'un jour, il y en a de nous qui vont aller là et tout ça. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à faire comme ils font présentement. Fait que c'était mon mot pour ces gens-là. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Demers. Oui, c'est unanime. Et je voudrais féliciter aussi tous les membres du conseil municipal pour votre présence dans toutes les activités de la ville, ou le petit encouragement pour nos organisations, pour ceux, parce que, tu sais, on entend tellement de choses négatives, tu sais, dans les maisons pour les aînés, etc., puis alors qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent très, très bien, puis c'est bien géré, etc., alors on en a un exemple ici. Alors, bien, merci beaucoup de prendre la peine d'aller les rencontrer, de les encourager. Alors, je vois aussi qu'il y a une participation de tous les élus aux activités, là. Alors, moi, je veux souligner à quel point c'est important, parce que souvent, c'est moi qui reçois les feedbacks. Les gens nous écrivent en disant « Telle personne est venue de votre conseil. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Ça a été hautement apprécié. » Alors, c'est hautement apprécié par le milieu. Merci beaucoup. Il y avait Madame Jeffrey. Oui, Monsieur le maire. Le 9 octobre dernier, j'ai remis 2 certificats honorifiques en votre nom à District Mao. Oui, effectivement. je suis toujours encore cette jeune entreprise parce que c'est mené de front par Marie-Odile Heinz et Caroline Lemieux. Effectivement. Cette école de danse fait rayonner Lévis au Québec, au Canada et à l'international. Fait que bravo, encore une fois, District Mao. On les voit des fois dans des émissions de variété, District Mao, et même à mener American Got Talent, pour ne pas les nommer, là. Mais c'est vraiment, là, ils font rayonner Lévis partout, partout, partout. Puis je voudrais revenir sur le point de M. Bonin concernant la luminosité des serres, le ventilateur. Avant de trancher, là, il faudrait peut-être s'informer aux producteurs de ces serres-là. Ils ont besoin de luminosité et de ventilation pour avoir leur production. Et puis, je sais que c'est des serres 2.0, sont toujours à la fine pointe. C'est ça.
Fait qu'avant de tout de suite dire non, plus de ventilateurs, plus de lumière, de toute façon, on a moins d'ensoleillement l'automne, l'hiver, ils ont besoin de ces lumières-là. J'ai déjà travaillé pour une compagnie comme ça, alors il faudrait peut-être s'informer avant si on a besoin de ça. Alors, bien, merci beaucoup, Mme Geoffrey, de ce commentaire, et nul doute que tout ça va être pris en compte, parce que normalement, quand on établit une réglementation, on le fait en étroite collaboration avec les gens directement concernés. Mais merci de le rappeler, c'est important aussi, parce que, écoutez, si le Québec, parce qu'on parle des serres agroalimentaires, mais si le Québec veut reprendre un peu d'autonomie dans la production de ses fruits, ses légumes, dans tous les produits maraîchers, bien, je pense que les serres s'avèrent une solution d'avenir. On sait actuellement, pendant les périodes froides, à quel point on paie nos légumes chers, n'est-ce pas? Ils viennent de l'extérieur, etc., coût de transport. Mais en même temps, au niveau de la luminosité, je suis convaincu qu'on pourrait améliorer les choses si on avait une réglementation qui permet davantage, en amont, d'indiquer aux gens quels sont les paramètres qui pourraient nous permettre d'implanter ces types d'éclairage par ailleurs nécessaires. Ça va? Alors, merci de cette précision. Alors, si ça fait le tour, on pourrait lever l'Assemblée, mes amis. Oui. Excusez-moi, je suis encore à la dernière minute. Ah, OK, Mme Duchesneau. Allez-y, je pensais. En fait, je n'avais pas pris votre nom en note. Non, je n'avais pas levé la main. Non, mais allez-y, Mme Duchesneau. Il n'est pas trop tard, l'Assemblée n'est pas levée. Écoutez, M. le maire, moi, je veux juste faire une petite annonce parce que la semaine prochaine, c'est la semaine des bibliothèques publiques au Québec. Je vais juste le mentionner maintenant parce qu'on n'a pas d'autres publics avant ça. Puis le thème cette année, c'est ma biblio aux 1001 visages. Vous savez, les bibliothèques sont abondamment fréquentées par, oui, nos jeunes, nos personnes âgées, des adultes. Nos nouveaux arrivants fréquentent de plus en plus nos bibliothèques. C'est l'endroit par excellence, d'ailleurs, pour... C'est un troisième lieu, là, comme on... Hein, c'est ça qu'on dit, un tiers-lieu où les gens viennent, y vivent un peu pour venir, des connaissances, bouquiner, venir voir des magazines, etc., etc. Je vais juste dire que nos bibliothèques, on en est fiers sur notre territoire. C'est des endroits qui sont abondamment fréquentés, plus que nos arénas, je vous le dirais. Alors, j'invite les gens à les fréquenter puis à vérifier sur notre site s'il y a des activités particulières. Non, mais c'est parce qu'il faut le dire quand même. La culture, c'est important. Alors, je fais juste dire fréquenter nos bibliothèques puis aller voir les programmations particulières qu'il pourrait y avoir la semaine prochaine dans nos bibliothèques à nous, chez nous, à Lévis. Voilà, ma petite annonce. Merci, M. le maire. Merci infiniment. Je propose. Donc, Mme Duchesneau, ce qui démontre que nos élus sont très actifs sur le terrain, n'est-ce pas? Alors, merci infiniment. Je voudrais souhaiter aux gens qui sont ici dans la salle une excellente soirée, une belle semaine. Merci aux gens qui nous suivent aussi à la maison. Alors, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, je vous dis en même temps que c'est une fierté de travailler dans une ville aussi extraordinaire que la nôtre. Et on essaie constamment d'améliorer tout le volet qualité de vie, comme on le fait ce soir, comme on le fait quotidiennement. Merci infiniment. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci. Et voilà. Bon.